Proust, Consolation, on est le 26. Et puis c'est pas fini. Ça tombe bien, il y a plein de quoi faire. Et justement, on arrive à des zones où on n'avait pas prévu d'aller voir. Alors attention, c'est pas que je suis fatigué, je voulais... C'est bien à chaque fois un petit peu de changer justement les habitudes de façon de s'adresser. Donc mettre l'appareil, là je l'ai mis directement sur le bureau, quasiment au-dessus de mon ordi, c'est-à-dire directement dans ceux qui me voient quand je travaille. Alors je suis assis sur ma chaise, il ne faut pas être pesant dans ces choses-là, il faut être dans la question, voire dans le doute. Justement, de la même façon dont on est quand on est dans son propre travail. Alors on était parti voir dans le questionnaire de Proust, et ça m'a mis dans ce vieux Pléiade qui maintenant a été évacué du circuit, alors que pourtant d'entre nous, c'est l'atelier même littéraire de Proust, le truc légendaire, culte, qui s'appelait Contre Sainte-Beuve, mais là où il y a tous les articles sur Nerval, sur Flaubert, les 2 articles sur Baudelaire, tant de choses. Et je suis parti à me balader sur justement tous ces petits textes. Alors, quand un écrivain ne devient pas légendaire comme Marcel Proust, ces petits textes disparaissent, s'évanouissent. Ils restent enfermés dans ces revues là où ils avaient été publiés. En ce moment, justement, avec des copains, on suit les textes que vers 1935, Gertrude Stein plaçait comme ça dans des tas de magazines. Un qui fait 3 pages, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ?» Eh bien, nulle part, dans aucune anthologie, c'était repris, sauf une qui s'appelait « How Writing is Written ». Comment on écrit, écrire. Proust, c'est un petit peu la même chose. C'est lesté de ces genres de petits textes. Le corps central, évidemment, c'est la recherche. Il n'y aurait pas la recherche, on n'irait pas voir ces petits textes autour. C'est pas cette constellation de petits textes qui fabrique un auteur. Et je crois que ça dure encore aujourd'hui. Sans arrêt, on est sollicité, une page pour ci, une page pour ça. Je crois que moi, quand j'ai commencé à être écrivain à 29 ans en 1982, qu'est-ce que c'était sérieux. J'avais une bibliographie que je tenais à jour. Même quand j'ai commencé l'ordinateur en 88, je continuais, j'avais un fichier spécifique où « Ah, t'as publié ça, dans l'Humanité, t'as publié ça, dans la revue Europe, t'as publié ça. » Eh ben, je mettais un truc, et puis j'ai arrêté, un peu de lassitude. Alors après, c'est plus compliqué, parce qu'on continue toujours ces textes. Alors il y a ceux qu'on reprend dans le site. Alors s'ils sont dans le site, ça veut dire que on fabrique nous-mêmes notre Contre Sainte-Beuve. C'est-à-dire que je pense pas qu'aujourd'hui, et justement c'est ça la grosse bascule du numérique, on puisse séparer les différentes strates, toute l'arborescence d'un travail, même ces choses les plus périphériques, eh bien, le numérique les relie. Bon, tout ça pour arriver à ce mot si simple. Mais autrefois, c'était pas comme ça. Alors, par exemple, nous, est-ce que ça nous permet le droit à l'oubli? Genre des petites choses, comme ah, t'as fait ça, bon, c'est bien. Est-ce que tu les mets dans ton site? Non, tu sais que c'est là, à tel endroit. Mais... Fini l'idée de bibliographie. On laisse ça aux amis universitaires et à qui ça va plaire. Page 645. Je vais lire 4 petits textes brefs de Marcel Proust, qui sont du Proust hors Proust, qui sont Proust autour de Proust. Mais vous allez voir que ça ne laisse pas indifférent. Et même, je voudrais en faire tellement plus. Par exemple, Dostoïevski. Proust parlant de Dostoïevski en 1922. Une petite question. Et si le monde allait finir, que feriez-vous? Je crois que la vie nous paraîtrait brusquement délicieuse si nous étions menacés de mourir, comme vous dites. Songez en effet combien de projets, de voyages, d'amour, d'études, notre vie tient en dissolution, invisible à notre paresse, qui
sûr de l'avenir, les ajourne sans cesse. Mais que tout cela risque d'être à jamais impossible, comme cela redeviendra beau. Ah, si seulement le cataclysme n'a pas lieu cette fois, nous ne manquerons pas de visiter les nouvelles salles du Louvre, de nous jeter aux pieds de mademoiselle X, de visiter les Indes. Le cataclysme n'a pas lieu. Nous ne faisons rien de tout ça, car nous nous trouvons replacés au sein de la vie normale, où la négligence émousse le désir. Et pourtant, nous n'aurions pas dû avoir besoin du cataclysme pour aimer aujourd'hui la vie. Il aurait suffi de penser que nous sommes des humains et que ce soir peut venir la mort. Alors je prends le temps de regarder d'où vient ce petit texte. Cette réponse apparut dans l'Intransigeant du 14 août 1922. Le titre que nous avons reproduit est celui qu'on peut lire dans le journal. Voici le texte de la question posée. Un savant américain annonce la fin du monde, ou tout au moins la destruction d'une si grande partie du continent, et cela d'une façon si brusque que la mort serait certaine pour des centaines de millions d'hommes. Si cette prédiction devenait une certitude, quels en seraient, à votre avis, les effets sur l'activité des hommes entre le moment où ils acquerraient la dite certitude et la minute du cataclysme? Enfin, en ce qui vous concerne personnellement, que feriez-vous avant cette dernière heure? C'est un peu de saison, non? Ce genre d'enquête et d'interrogation. Un texte qui s'intitule « Le déclin de l'inspiration ». Tous ceux qui ont éprouvé ce qui s'appelle l'inspiration connaissent cet enthousiasme soudain qui est le seul signe de l'excellence d'une idée qui nous vient et qui, à son apparition, nous fait partir au galop à sa suite et rend aussitôt les mots malléables, transparents, se reflétant les uns les autres. Ceux qui ont connu cela une fois savent que toute idée, si juste qu'elle nous paraisse, toute conception, si ingénieuse qu'elle nous semble, ne vaut pas la peine d'être exprimée. Et ils attendent que renaissent en nous ces transports qui sont le seul signe que ce que l'on va dire en vaut la peine et pourra plus tard jeter d'autres cœurs dans le même transport. Aussi est-elle bien triste l'époque où ces transports ne se renouvellent plus, où à chaque idée qui nous vient, nous attendons en vain cet enthousiasme, ce renouvellement de la tête, où toutes les cloisons semblent tomber. Ce renouvellement de la tête, où toutes les cloisons semblent tomber et où aucune barrière, aucune rigidité n'est plus en nous, où toute notre substance semble une sorte de lave prête à être coulée, à recevoir telle forme qu'on voudra, sans que rien de nous ne subsiste et n'arrête. Car nous pouvons garder dans ce que nous faisons notre grâce qui plaît encore à ceux qui nous ont aimés, comme nous gardons notre visage doux et gracieux, notre regard dont on peut encore dire « c'est lui », comme en causant avec nos amis. Nous avons encore, plus souvent peut-être, ces rapprochements brillants, ces tours qui n'appartiennent qu'à nous. Nous pouvons les garder dans ce que nous faisons, car l'être mystérieux que nous sommes, qui avait ce don de donner à tout une certaine forme qui n'appartient qu'à nous, nous le gardons sans doute. Mais nous savons que telle page a été écrite sans transport, que les rares idées qui nous plaisaient n'en faisaient pas naître d'autres. Et tous les juges de la terre pourraient nous dire « Cela est ce que vous avez fait de meilleur. » Nous secouerions la tête avec mélancolie, car nous donnerions tout cela pour une minute de la puissance étrange d'alors que rien ne peut nous rendre. Sans doute, dans ce dernier concerto, c'est encore l'accent qu'on aime et qu'on reconnaît, mais une idée n'en fait plus naître mille, et la matière est à la fois moins précieuse et plus rare. Et les œuvres dont le maître s'enivra quand il était dans sa force ont beau continuer à enivrer les autres, pour lui ce n'est plus rien. Il languit,
Mais pendant ce temps, tandis que l'hiver ne lui donne plus d'impression, car maintenant pour lui les jours ressemblent les uns aux autres, et le pouvoir mystérieux des saisons ne rencontre plus en lui aucun pouvoir mystérieux qui l'exalte. Voyez, dans cette ville de province, bien loin de lui, deux officiers qui peut-être le croient mort, car on ne sait plus bien, qui se sont donné rendez-vous, tandis que les autres sont à la promenade, et ils sont au piano, alors et la phrase s'interrompt. Cette note inachevée se rapporte peut-être, comme les précédentes, à l'élaboration de Jean Santeuil. Même jeune, le poète peut craindre que l'inspiration ne tarisse en lui. Avec les notes de la Pléiade en 1950, elles ne nous disent pas de grand-chose, quelquefois. N'empêche que nous, on le sait, l'inspiration, ça compte pas. La transpiration, un peu plus. Mais non, c'est pas avec l'inspiration qu'on écrit ou qu'on fonde nos approches de creative writing. Dans ce texte de Proust, il ose se coltiner le mot. Le déclin de l'inspiration. C'était mon deuxième texte. J'en lis deux autres. Un texte tout court qu'il appelle « Sur les cabinets de lecture ». Vous savez que Balzac aussi a travaillé beaucoup des textes fabuleux de préscience sur la question d'abonnement ou la façon structurelle dont ces petits opuscules, un livre était divisé en opuscules pour que plusieurs lecteurs puissent les emprunter simultanément dans ces cabinets de lecture. Et donc Proust s'exprime sur ce qu'on n'aurait jamais nommé encore la lecture publique. Mais vous allez voir comment il s'y prend. Un peu avec humour, hein. Enfin nous. Messieurs, puisque vous voulez bien m'inviter à donner mon opinion, la voilà. Les personnes qui ont peu d'argent et celles qui en ont beaucoup sont empêchées d'acheter des livres, les premières par la pauvreté et les secondes par l'avarice. Aussi les empruntent-elles. Les cabinets de lecture ne feront donc que régulariser une situation existante avec cette innovation inouïe qu'il faudra rendre les livres prêtés. Ma crainte est que les éditeurs, je ne parle pas des miens, qui sont des hommes généreux et charmants, trouvant la vente difficile, cherchent un profit plus sûr dans la location. Ils n'auraient plus cette terreur, ni les auteurs cette espérance, la réimpression, chose chaque jour plus malaisée. Il s'agit bien entendu des ouvrages contemporains, et votre questionnaire ne porte pas sur le bon vieux cabinet de lecture où il y avait des livres qu'on ne trouverait plus que là, les romans de la comtesse d'H et de Céleste Mogador, parfois même la Chartreuse, avec la préface de notre père Balzac, et qu'on ne pouvait lire que Ganté de Suède, Blue Suede Shoes. Malgré tout, et comme mes éditeurs sont bien gentils, je ferai valoir, en faveur des cabinets de lecture, cette vérité plus générale que la satisfaction d'un goût, conduisant plutôt à l'abus qu'à la restriction, de même que prendre des leçons au manège donne envie d'avoir un cheval à soi, à force de louer des livres. Peut-être finira-t-on par en acheter, sinon par en lire. C'est pas génial, ça? Je suis sûr que vous connaissiez pas. Allez, quatrième texte. Et même j'avais un post-scriptum. Alors le quatrième, et il y en a un cinquième. Mais je ne vais pas tout recommencer parce que j'avais dit 4 au lieu de 5. Hein. C'est la cerise sur le bonux. C'est encore un texte tout court et qui, dans le Contre Sainte-Beuve, précède celui-ci. Une réponse à la question « Si vous étiez obligé d'exercer un métier manuel ». Moi, ça aurait pu être boulanger ou chauffeur de poids lourd. En fait, j'ai jamais pu trancher entre mes deux grandes aspirations de boulanger ou de chauffeur de poids lourd. Alors j'ai fait écrivain. Bon, c'est une manière comme une autre de faire sa vie. L'important, c'est d'arriver au bout. On y est. Monsieur, vous faites entre les professions manuelles et spirituelles une distinction à laquelle je ne saurais souscrire. L'esprit guide la main. Alors, vous voyez,
Et quand vous prenez ça dans la figure, eh ben, il est sérieux, Proust. Je vous le redis. Monsieur, vous faites entre les professions manuelles et spirituelles une distinction à laquelle je ne saurais souscrire. L'esprit guide la main. Notre vieux Chardin disait, mieux, on ne peint pas seulement avec ses doigts, mais avec son cœur. Et De Vinci, parlant aussi de la peinture, elle est cosa mentale. On peut parmi les exercices physiques en dire autant même de l'amour. C'est ce qui le rend parfois si fatigant. Vous me permettrez de m'autoriser de cette collaboration de la main et de l'esprit pour vous dire que si je me trouvais dans la situation que vous spécifiez, je prendrais comme profession manuelle précisément celle que j'exerce aujourd'hui. Écrivain. Que si le papier venait absolument à faire défaut, je me ferais, je crois, boulanger. Il est honorable de donner aux hommes leur pain quotidien. En attendant, je confectionne de mon mieux ce pain des anges, dont Racine, que je cite de mémoire, et sans doute avec bien des fautes, disait « Dieu lui-même le compose de la fleur de son froment, c'est ce pain si délectable qui ne sert pas à sa table. Le monde que vous suivez, je l'offre à qui veut me suivre, approchez, voulez-vous vivre? Prenez, mangez et vivez. » Ne trouvez-vous pas que là, Racine ressemble un peu à M. Paul Valéry, lequel retrouvait Malherbe en traversant Mallarmé? Veuillez agréer, monsieur et cher confrère, l'expression de mes sentiments très distingués, Marcel Proust. Bon, ben ça valait le coup. Et maintenant, j'arrive à mon quatrième, qui en fait sera le cinquième, parce que j'avais oublié qu'il y avait un cinquième que j'ai mis en quatrième. Il fait que 10 lignes. C'est encore une enquête. Qu'est-ce qu'il y en avait à l'époque, des enquêtes? Puis en même temps, si vous voulez avoir votre nom dans le torchon, vous répondez. Ça s'appelle « Enquête sur le renouvellement du style ». 1. La continuité du style est non pas compromise, mais assurée par le perpétuel renouvellement du style. Il y a à cela une raison métaphysique dont l'exposé allongerait trop cette réponse. Vous voyez comme il se fout de la gueule du mec, tout en produisant un énoncé logique qui, en soi, n'a pas de fin possible. La question même du style suppose, pour sa continuité, pour cette continuité qui le produit en tant que style, son renouvellement en tant que style. 2. Je ne donne nullement ma sympathie, pour employer les termes mêmes de votre enquête, à des écrivains qui seraient préoccupés d'une originalité de forme. On doit être préoccupé uniquement de l'impression ou de l'idée à traduire. Les yeux de l'esprit sont tournés au-dedans. Il faut s'efforcer de rendre avec la plus grande fidélité possible le modèle intérieur. Un seul trait ajouté pour briller ou pour ne pas trop briller, pour obéir à un vain désir d'étonner ou à l'enfantine volonté de rester classique, suffit à compromettre le succès de l'expérience et la découverte d'une loi. On n'a pas trop de toutes ces forces de soumission au réel pour arriver à faire passer l'impression la plus simple en apparence du monde de l'invisible dans celui si différent du concret où l'ineffable se résout en claires formules. Je vais vous dire comment était formulée la question. Réponse de Proust à une enquête organisée par la Renaissance politique, littéraire, artistique. Sommes-nous en présence d'un renouvellement du style? Cette réponse parut, signée Marcel Proust, dans le numéro de la Renaissance daté du 22 juillet 1920.
22, il y a 98 ans de cela. Et vous voyez la solidité du copain Proust. Si vous voulez lire le texte, c'est chercher avec le moteur de recherche interne de mon site. Ça vaut le coup d'y aller voir de près cette histoire de soumission au réel. Si vous voulez bien, demain, je continue encore avec une autre curiosité très rare. Ce sera un texte que je me contenterai de lire sans aucun commentaire, qui s'intitule « Notes sur le monde mystérieux » de Gustave Moreau, où il ne s'agit pas seulement de parler de la peinture de Gustave Moreau, mais un glissement de ce que cette réflexion nous entraîne quant à la poésie. À demain donc. Si vous voulez, hein.